Le perchoir, prendre de la hauteur sur le tourisme de demain. Bonjour et bienvenue dans Le Perchoir, le podcast qui interroge les risques, les tendances et les enjeux du tourisme de demain. Nous sommes Lydie Baude et Jean-Philippe Platrose, une créatrice de contenu et blogueuse voyage locale, un consultant expert international et enseignant en tourisme durable. Des regards croisés pour un podcast qui fait réfléchir et voyager. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Vous avez probablement déjà entendu cette citation très connue de Gandhi qui fait une belle entrée en matière pour ce podcast consacré au tour du monde. Faire le tour du monde en fait rêver plus d'un. Idées circuits, conseils pour réussir son voyage, recommandations pour anticiper les éventuelles difficultés sur ce long chemin. Jean-Philippe Platrose, voyageur qui sillonne la planète depuis 45 ans, nous livre ses conseils sur ce sujet passionnant. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Lydie. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet du tour du monde. Alors moi, ma première question, ça serait pourquoi le tour du monde est le rêve ultime de beaucoup d'entre nous, et est-ce que c'est encore un rêve qui est réalisable ou même raisonnable en 2023 dans le contexte qu'on connaît? Alors plusieurs aspects à ta question, ma chère Lydie. En ce qui concerne le pourquoi, ça fait partie des mythes. Je pense que depuis que l'homme a la connaissance que la Terre est ronde, la curiosité naturelle humaine fait qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe tout autour. On a eu ensuite des écrits comme je pense bien entendu au livre de Jules Verne, écrit il y a juste 150 ans, qui a ensuite donné cette possibilité. On s'évade facilement dans le roman Le Tour du monde en 80 jours et cette possibilité de finalement essayer de recopier ce moment d'évasion. Et en ce qui concerne la réponse à ta question, tu abordes deux points réalisables et raisonnables. Alors en 2023, après l'épisode Covid que l'on vient de vivre, ça reste malgré tout réalisable avec des difficultés complémentaires qui se sont ajoutées sur les tensions politiques qui font que certaines régions du monde sont plus difficiles à visiter. Réalisable aussi, même si certaines alliances de compagnies aériennes qui offraient des tours du monde à prix packagé, donc avec un itinéraire que l'on pouvait choisir, se sont désengagés, mais d'autres restent. On abordera certainement la question. Et puis raisonnable, eh bien, il faut bien entendu prendre en compte les aspects écologiques d'un tel voyage. Ce sont des éléments qui n'existaient pas il y a encore 10 ans en arrière. Et je pense qu'il faut, dans cette limite-là, faire attention à à concevoir un itinéraire qui est consciencieux et qui limite au maximum l'impact, en particulier des émissions de gaz à effet de serre sur son voyage. Mais on ne peut pas faire autrement que de traverser à la fois l'Atlantique et le Pacifique en avion, sauf à prendre un voilier. Ok, effectivement, on est tout à fait d'accord sur ça. Pourquoi pas faire un tour du monde en voilier? Je l'avais évoqué avec quelqu'un d'ailleurs il y a pas très longtemps. J'ai l'impression que les voyageurs qui se lancent dans un tour du monde suivent tous plus ou moins le même circuit. Est-ce que tu as eu une ou plusieurs explications à ce phénomène? Bon alors, en ce qui concerne le sens, il n'y a pas d'obligation, mais il y a une logique. La logique, c'est de tourner en partant pour nous, Européens, vers l'Est. Donc d'abord l'Asie, puis un retour par le continent nord ou sud-américain, ou les deux. La raison, elle est souvent pratique.
quand on traverse le Pacifique en venant de l'Asie vers le continent américain, eh bien, d'abord, on gagne un jour puisqu'on va passer la ligne de changement de date et puis on retombe finalement sur la chute du livre de Jules Verne, hein, ce changement de date qui fait gagner un jour sur la totalité du voyage. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'évidemment, on accompagne le sens de rotation de la Terre et on gagne un temps donc assez important, de l'ordre de 3 heures sur la traversée du Pacifique. Donc ça, c'est la deuxième raison. Juste pour ton information, tu le sais peut-être, mais à l'équateur, même si on ne le ressent pas, la Terre avance, tourne sur elle-même à une vitesse de 1670 km à l'heure sur elle-même. Et donc c'est pour ça que en accompagnant le sens de rotation de la Terre, on va plus vite à destination. On prend un avion qui va dans le sens de l'ouest vers l'est et non pas l'inverse. Et puis la troisième raison que j'aime évoquer, c'est le fait que quand on part sur un voyage autour du monde, on abordera ensuite les différentes durées, mais revenir en quelque sorte sur le continent nord-américain après avoir fait une traversée du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie, permet de retrouver rapidement des points de repère, ne serait-ce que par souvent l'occasion d'être allé avant aux États-Unis ou par les séries télé ou autres. On connaît le mode de vie américain et on retrouve donc des points de repère qui font que, en quelque sorte, on a une acclimatation plus facile pour revenir ensuite et terminer par l'Europe, contrairement à l'inverse. Donc c'est les différents éléments qui font que effectivement les gens tournent plutôt dans ce sens-là, donc partent d'Europe, vont au Moyen-Orient ou en Asie, circulent en Asie, descendent ou pas en Australie, mais en tous les cas passent le Pacifique en premier avant de traverser l'Atlantique. Et puis la dernière raison pour laquelle effectivement les voyages se ressemblent tous un petit peu, eh bien c'est lié aux promotions que proposent les alliances de compagnies aériennes, dont on parlera un petit peu plus tard, qui préformatent en quelque sorte l'itinéraire. Et le dernier point, c'est le budget qu'on a et forcément, les budgets sont rarement extensibles à volonté. Et donc, on va se cantonner à un nombre de mois qui font qu'à peu près tout le monde voyage sur des formules tour du monde sur des durées assez similaires et de ce fait-là, visite à peu près les mêmes endroits et dans le même ordre. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de faire le tour du monde, mais est-ce qu'il n'y a pas mille et une façons de faire le tour du monde? Moi, je pense aux moyens de transport, à pied, à vélo. Je pense sur la durée, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, avec peut-être un objectif précis. Voilà, j'aimerais savoir un petit peu ta façon de voir les choses. Alors, un des premiers points qu'on va aborder et qui me heurte toujours, c'est que on est très souvent lorsqu'on part dans un projet de tour du monde, on est dans une sorte de performance et au lieu de faire le tour du monde, à vrai dire, on fait plutôt le tour de la planète, on fait le tour de la Terre. Le monde, des fois, on le voit pas, on voit pas on voit pas les gens. On voit souvent les aéroports. Donc ça, c'est un petit peu le défaut dans lequel il faut surtout pas tomber. Après, le tour du monde, c'est une sorte d'expiatoire pour aller confronter sa passion aux limites de notre planète. Tu le faisais remarquer, il y a des gens qui vont faire le tour du monde en vélo. C'est souvent des gens qui aiment bien déjà faire du vélo. Je peux te parler aussi des personnes qui entreprennent le tour du monde en stop et ça me permet de faire un petit coucou à mon ami André Bougiroux, qui a été le premier Français à faire le tour du monde en stop à la fin des années 50 pendant 17 ans. Une seule nuit à l'hôtel et $1 par jour de moyenne pour son budget. Donc chapeau et respect. Il y a des personnes qui aiment l'alpinisme qui vont faire le tour du monde par les sommets. Donc il y a un challenge comme ça qui s'appelle le Seven Summits, où il s'agit de grimper les 7 plus hauts sommets
de chacun des 7 continents. On peut parler aussi des gens qui vont faire le tour du monde, qui vont rechercher la culture et donc inscrire dans leur périple le plus possible de visites sur des sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO, ou de visiter les musées ou de visiter les plages. Donc on peut toujours trouver la chaussure à son pied en quelque sorte, et puis agrémenter ou compliquer la tâche en se mettant un objectif complémentaire à celui de tourner entre guillemets simplement d'est en ouest ou d'ouest en est. En ce qui concerne les tours du monde, on peut considérer que 98% des personnes qui font le tour du monde le font en avion. Et en gros, ça c'est qu'une estimation, j'ai pas il n'y a pas de chiffre précis, mais je peux considérer qu'environ 2 tiers des personnes qui font le tour du monde le font en utilisant des passes aériens, dont on reparlera un petit peu plus tard. J'ai fait une estimation, je pense que dans le monde, il y a à peu près entre 80 et 120 000 personnes, en gros 100 000 personnes par an qui vont partir autour du monde, principalement en Europe, aux États-Unis, mais on a beaucoup de voyageurs long cours qui sont dans l'hémisphère sud, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis maintenant les pays émergents font aussi un bon contingent de candidats au voyage. Le dernier tiers de personnes qui voyagent, donc 2 tiers avec des passes aériens, le dernier tiers sont des personnes qui vont acheter des billets d'avion presque au coup par coup, segment par segment quand c'est possible, puisque certains pays ne permettent pas d'arriver si on n'a pas en main déjà le billet pour repartir de ce pays. Et puis donc une toute petite quantité de personnes vont aller là où tu l'indiques dans ta question, c'est-à-dire ne pas prendre l'avion. Et ne pas prendre l'avion, ça sous-entend d'avoir un autre moyen de transport, et ça sous-entend bien entendu d'utiliser de ce fait-là des cargos sur au moins 2 traversées, donc le Pacifique et l'Atlantique, dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, puisque c'est comme ça que ça a commencé, les paquebots, donc la croisière, des gens font le tour du monde en bateau, de manière indépendante ou de manière structurée avec des compagnies de croisière. D'ailleurs, le premier voyage organisé autour du monde vient juste de fêter ses 100 ans. C'était en 1923 qu'il y a eu un paquebot de la compagnie Cunard qui a fait le tour du monde en 130 jours. Donc ça continue encore aujourd'hui. On a des compagnies de croisière qui proposent dans toutes les bonnes agences de voyage un voyage autour du monde. Je me suis renseigné là pour l'année prochaine, il y a un voyage qui part, et pour donner une idée, c'est la compagnie Costa qui propose ça avec une croisière de 117 jours, et le prix c'est 46 000 euros, à partir de 46 000 euros pour 117 jours. Oui, et le bilan Voilà. carbone par rapport à un tour du monde, j'ai pas la Ah, ben là, notion, par rapport à un tour du monde en avion. 117 jours en paquebot, j'ose même pas le calculer. Oui. Non, non, là, c'est catastrophique. Tu fais une consommation carbone pour plusieurs générations là, d'un seul coup. Euh, Déjà, l'avion est conséquent. Euh, on est sur des normes, sur un voyage qui est exceptionnel, qu'on va faire a priori qu'une fois dans sa vie, et il faut être en mesure d'assumer ça. On ne peut pas impunément partir en disant je m'en fiche. Euh, il y a la nécessité d'être consciencieux dans son voyage, dans son itinéraire, de choisir les lignes les plus directes, de limiter le plus possible ce qui peut l'être. Donc, par exemple, dans les formules Tour du Monde, on peut très bien prendre un vol obligatoire, entre guillemets, c'est-à-dire traverser l'Atlantique en avion, et ensuite, quand on arrive, par exemple, à Los Angeles, ne pas prendre l'avion pour traverser les États-Unis. Voilà, comme ça, on limite d'une certaine façon au strict minimum. Le transpacifique et le transatlantique, c'est les 2 vols sur lesquels on ne peut pas bien faire autrement. D'accord. Non, non, très intéressant. Alors, je vais m'imaginer, hein, je suis parti un mois en Asie, un mois en Australie, un mois en Amérique du Nord. Est-ce que j'ai vraiment fait le tour du monde? En quelque sorte, tu as fait ton
tour du monde. Il n'y a pas de règle sur un tour du monde. Le concept tour du monde sous-entend de partir et de revenir au même endroit en partant dans une direction et donc en maintenant cette direction. Ça, c'est le concept tour du monde. Par contre, ben, il y a pas, on gagne pas de médaille en ayant fait le tour du monde. C'est pas inscrit sur son passeport. Donc, chacun voit son tour du monde comme il a envie de le voir. Pour rester positif sur ton idée, sur ton concept, être allé dans 3 continents, comme tu viens de l'indiquer en prenant ça comme exemple, on en retire toujours une certaine fierté, des bénéfices, même si en quelque sorte le puriste va toujours trouver quelque chose à redire en considérant que tu as pas fait le tour du monde. Pour moi, dans ton exemple, je dirais qu'avant tout, il manque déjà l'Europe. C'est nos racines, c'est l'endroit le plus facile pour voyager. Il y a une grande diversité aussi, malgré la petitesse de notre continent. Et il y a donc cette diversité, elle peut aller entre l'Islande et la Grèce, et Dieu sait que c'est des endroits bien différents. Sur ton itinéraire aussi, je dirais qu'il va manquer l'Afrique, ses traditions, sa biodiversité, il va manquer l'Amérique du Sud. Donc tu vois, on peut toujours considérer que quel que soit le tour du monde que tu vas entreprendre, quel que soit le ou les voyages que tu vas entreprendre, on pourra toujours considérer qu'il va manquer quelque chose. Moi, je suis plutôt positif et je retiens l'intérêt d'avoir visité ces endroits-là. Le concept tour du monde, sous-entend de le faire en même temps, à la suite, quoi, d'enchaîner ça pour partir d'un côté et revenir de l'autre. Donc, oui, on a une connaissance, mais elle n'est pas, d'après le puriste, elle n'est pas complète. Et en ce qui me concerne, je préfère scinder les voyages, comme tu le suggérais, et d'avoir une expérience approfondie sur l'Asie, passer un mois en Asie, passer un mois en Amérique, qu'elle soit du Nord ou du Sud, ou un mois en Afrique. Le concept tour du monde me fait penser finalement à être sur un stade et puis devoir faire le tour de piste sans finalement s'occuper beaucoup de toute la diversité de l'herbe, des plantes qui sont sur la pelouse du milieu. Et pour moi, le tour du monde, bah, c'est justement aller passer son temps les, les genoux dans l'herbe pour aller se confronter à toute cette diversité qu'on a au milieu du stade et non pas rester simplement autour du stade, c'est-à-dire enchaîner des vols et passer d'un aéroport à un autre. Oui, ça c'est une image que j'aime beaucoup, on en avait parlé un petit peu en off. Et effectivement, moi j'aime bien aller voir les petits pissenlits qui sont au milieu du stade. Exactement. C'est la vraie richesse, elle est là. C'est pas de passer son temps en transit dans des aéroports pour faire son tour du monde. Alors là, je vais partir sur peut-être une question un petit peu plus philosophique, mais tu commences à savoir que j'aime bien ça. Est-ce qu'il faut nécessairement faire le tour du monde pour mieux le connaître et donc mieux le comprendre? Et j'ajouterais même, faut-il faire le tour du monde pour mieux se connaître? Oui, alors là, tu, tu changes de sujet et de niveau. Alors, comme ça, à la réflexion, les éléments de réponse qui me viennent à l'esprit, c'est voyager, ben, déjà, ça permet de voir, d'expérimenter, puis de comprendre, d'apprendre, d'accepter une différence. On se confronte à des éléments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans sa vie quotidienne. Et selon l'expression consacrée, on va être amené à sortir régulièrement de sa zone de confort. Et donc finalement, c'est un bon moyen pour progresser sur le chemin de la vie, quoi. Je suis un monsieur retraité et donc j'ai eu aussi moi l'occasion de faire mon tour du monde quand j'avais une trentaine d'années. Euh, et voilà, on apprend de ces choses-là. C'est pas par contre nécessaire ou uniquement nécessaire de faire le tour du monde pour aborder tous ces points-là. C'est ça qui est important, c'est que on peut déjà voyager
longtemps. Je parle pas d'un petit week-end de temps en temps, mais vraiment prendre du temps pour voyager et se fixer des objectifs qui sont pas forcément le tour du monde. On peut s'amuser à faire le tour de l'Europe déjà, avant de se lancer autour du monde et de découvrir finalement les mêmes capacités à sortir de sa zone de confort. On peut, sans aller aussi loin que le bout de l'Europe, d'aller, je sais pas moi, en Scandinavie ou dans le sud de l'Europe, on peut simplement rester en France. Je connais déjà, on avait l'occasion d'en parler, des personnes qui, à chaque anniversaire, décident d'aller dans le département français qui correspond à leur âge de l'année. Donc ça, oui, pourquoi pas, on a 30 ans, on va dans le Gard, on passe une semaine dans le Gard, alors on y va à pied ou on prend le train pour aller dans la préfecture, à Nîmes, préfecture du Gard, et puis ensuite rayonner, connaître le département 30, puis ensuite l'année suivante ou 2 ans plus tard, on va aller dans le département 31 ou 32, peu importe, et voilà, et se fixer des objectifs de cette façon-là. Il y a des tas de possibilités. Le tour du monde n'est pas la raison qui va faire que on va entièrement changer. On peut aller moins loin et réussir son voyage, ou faire un tour du monde et le rater parce qu'on l'aura mal préparé. Donc la destination n'est pas finalement la garantie de réussir le but qu'on s'est fixé. Et bien après cette petite question philosophique, on va peut-être aborder des sujets un peu plus pratico-pratiques pour les auditeurs qui nous écoutent. Quels seraient tes conseils pour ceux qui veulent se lancer justement dans cette folle aventure du tour du monde? Je pense notamment, déjà la première question, quand partir? Quand on se sent prêt? À quel moment de l'année? Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner? Alors oui, bien sûr, si on considère que c'est une folle aventure, faut surtout pas y aller. Euh, ouais, non, c'est vrai, ça va être une aventure, mais il faut garder la tête sur les épaules. Et je pense que le premier conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est effectivement de bien mûrir le projet. Donc c'est pas simplement une idée comme ça qui vient sur un coup de tête et puis le lendemain on achète ses billets et le surlendemain on part. Non, ça se mûrit. Mûrir le projet, c'est aussi s'entraîner, c'est-à-dire faire des voyages préalables pour voir sa capacité de résilience. Ensuite, tu l'abordes, c'est de définir la durée. La date de départ, l'époque de départ, elle est souvent liée à la météo. Et donc, en fonction de l'itinéraire, je peux pas te donner une bonne date de départ, mais ça va dépendre de l'itinéraire. Si par exemple tu entreprends dans ton tour du monde de passer par le Canada et de monter plus au nord que simplement la bande classique Vancouver-Montréal, si tu veux monter au nord du Canada, il faut éviter de tomber, d'avoir le Canada au mois de décembre, janvier, février dans ton itinéraire. Donc voilà, ça se calcule en amont. Même chose si tu décides de passer par l'Inde et que tu veux rester très longtemps en Inde, il faut éviter d'être en Inde au moment de la mousson, ou en tous les cas limiter ce passage-là, puisque on va avoir des difficultés. Et même chose sur certains coins d'Afrique qui sont très impactés par le climat. Donc ce qui est important, c'est dans un premier temps de définir la durée, et cette durée, elle se définit presque toute seule par le budget qu'on va consacrer à ce voyage-là. Oui, voilà, j'allais y venir. La question épineuse du budget, alors j'imagine qu'elle dépend de plein de choses, de la durée, des moyens de locomotion, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors j'ai une façon assez rapide de calculer le coût d'un tour du monde. Euh, Encore une fois, ce coût va paraître pour certains très élevé, mais il faut voir aussi les avantages qu'on en retire qui vont rester toute la vie, hein. Donc si on fait un, un ratio entre l'intérêt qu'on en retire et le coût qu'on a dépensé au départ pour investir, ça reste toujours une expérience fantastique
que l'on racontera à ses petits-enfants à la veillée le soir d'hiver. En ce qui concerne le budget, moi je pars sur un principe qui est assez simple, c'est de considérer qu'un billet d'avion autour du monde, c'est aux alentours de 3 000 €, qu'on trouve des billets beaucoup moins chers pour faire simplement certains segments qui permettent de partir d'un côté et de rentrer de l'autre côté. Donc on fait le tour du monde, oui, mais avec simplement 3 stops. Donc ça vaut la moitié, hein, ça vaut 1300, 1500 €. On part de France, on va à Bangkok, de Bangkok, on va au Japon ou en Corée, du Japon, on va en Californie et ensuite on rentre. Voilà, on a fait le tour du monde, mais on n'a pas vu grand-chose. On a vu 2 ou 3 pays, mais voilà, il y en a qui se contentent de ça simplement pour dire j'ai fait le tour du monde. En 2 semaines. Non, raisonnablement, un forfait tour du monde suivant les grandes alliances de compagnies aériennes. Donc, il y a 2 grandes alliances de compagnies aériennes qui offrent des forfaits. La première compagnie, c'est la plus ancienne et c'est la plus vaste. Elle s'appelle Star Alliance. Elle est piloté en Europe par le groupe Lufthansa, auquel se sont adjoints des compagnies américaines comme United Airlines et puis énormément de partenaires asiatiques. Et la deuxième, donc là au total il y a 26 compagnies qui fonctionnent dans cette alliance. Et la deuxième alliance de compagnies aériennes, c'est celle qui est montée autour de la compagnie européenne British Airways, avec un autre partenaire américain qui est American Airlines et certaines compagnies asiatiques. Je pense à Cathay Pacific par exemple, qui viennent rajouter tout ça. Il y a 19 compagnies au sein de cette alliance. Ces 2 alliances-là, donc une avec 26 compagnies, l'autre avec 19 compagnies, permettent d'utiliser les vols de tous leurs membres ou presque pour un prix forfaitaire. Et le principe, c'est on paye de plus en plus cher suivant le nombre de stops que l'on va décider de faire ou le kilométrage, ce qu'on appelle en anglais le mileage complet de son itinéraire. Donc avec des sortes de barres à ne pas dépasser. Et puis donc la troisième, c'est celle de notre compagnie nationale, SkyTeam, mais qui actuellement est suspendue. Donc en attendant de nouvelles informations, pour le moment, on n'a le choix que des 2 premières. Et donc là, on a des billets qui sont en gros en classe économique entre un tout petit peu moins que 3 000 et un petit peu plus que 4 000, suivant le nombre de. Voilà. Ça, c'est le premier, c'est presque incontournable. Il faut passer par là. C'est le premier poste de dépense. Et ensuite, je compte, moi, en gros, 1 000 € par mois de voyage. Ça va se lisser sur la totalité de ton voyage. Il y a des pays où avec 1 000 € par mois, ça suffit pas. Je pense aux États-Unis, je pense au Japon, bien entendu, où avec 1 000 € tu vas rester 3 jours. Euh, mais à côté de ça, si tu vas en Inde ou en Afrique avec 1 000 €, on est quand même à l'aise, sans aller chercher, bien sûr, du 4 étoiles ou manger ou consommer des choses qui sont chères dans le pays. Mais en gros, ça permet d'avoir une idée. Donc, si imaginons 6 mois, ça fait en gros 10 000 € pour partir 6 mois autour du monde. C'est le budget. C'est le budget qu'il faut considérer. Alors, encore une fois, on peut faire le tour du monde avec 2 000 €. Hein. Ça dépend, tout dépend de ce qu'on va rechercher. Mais donc ça, c'est important de définir dans un premier temps le budget. Il y a aussi des personnes qui vont utiliser le voyage pour travailler, s'ils le peuvent, en cours de route. Alors ça permet aussi de rallonger la durée du voyage si on a la certitude, encore faut-il l'avoir, et avoir aussi les éléments, par exemple un visa de travail qui permet de travailler sur place, mais on peut partir plus longtemps en sachant qu'à telle destination, j'ai déjà un stage, je serai rémunéré, je vais travailler 2 mois, mais je vais gagner de l'argent qui me permettra de continuer à voyager pour 3 mois de plus. Voilà, ça c'est des exemples. Hein. Ce budget va déterminer la durée de ton voyage. Ce qui est important à mon sens aussi, c'est de ne pas être gourmand dans le nombre d'escales que l'on veut inclure dans son tour du monde. C'est la limite de ces principes de prix forfaitaire. Le voyage n'est valable qu'1 an maximum. Et une fois que l'itinéraire est figé, certes, on peut le modifier, mais ça va entraîner
des, des coûts supplémentaires, donc à bien prendre en compte. Plutôt avancer lentement dans son voyage parce qu'on se rend compte qu'en arrivant dans un pays où on n'a jamais mis les pieds, eh bien, on va avoir des tas de sollicitations, des sollicitations par les gens qu'on va rencontrer, qu'on aura rencontré dans l'avion, qu'on aura rencontré à l'aéroport, qu'on aura rencontré dans le pays en question, dans le pays précédent, et qui vont vous donner des pistes en disant bah tiens, si tu vas à tel endroit, si tu vas en Indonésie, ben, pense à aller dans cette île-là. On n'avait pas pensé au départ. Et si on a un voyage qui est trop serré dans le temps, eh bien on se prive d'opportunités de visiter des coins qu'on n'avait pas imaginés au départ. Les choses que je peux également conseiller, c'est de toujours donc commencer vers l'est, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Un point qui est important aussi, qui n'est pas technique, mais qui est plus pratique, c'est de partir en maîtrisant des langues. On peut voyager simplement avec comme simple bagage la langue française, mais on va vite se rendre compte que on sera limité. Alors on peut faire le voyage, hein, ça n'empêche pas trop. On va avoir des belles galères, mais franchement, si on peut avoir un petit bagage ou s'entraîner avant de partir et d'avoir avec soi, en plus du français, l'anglais et l'espagnol, ça permet quand même d'avoir un meilleur contact à peu près de partout. Si on a la chance de maîtriser une langue qui n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol, mais bah, le russe, l'arabe, le chinois, des langues qui sont à l'ONU et qui sont parlées dans beaucoup de pays, bon, bah, ça, là aussi, c'est pratique, c'est un plus. Et à ce moment-là, on va plutôt accentuer l'itinéraire sur des pays qui pratiquent la langue en question. Euh, Ce qui est important aussi, c'est de bien préparer son voyage, c'est-à-dire lorsque je parlais tout à l'heure de mûrir le projet, c'est mûrir le projet dans sa tête. Est-ce que je suis prêt à faire ce voyage-là? Et ensuite, la deuxième réflexion qui doit venir à l'esprit quand on a identifié son époque, son budget, et donc de ce fait-là son itinéraire, eh bien c'est de partir en ayant une sorte de connaissance de ce qui nous attend. Donc de bien se renseigner. Il existe aujourd'hui sur Internet des tas de forums pour les tours du mondiste ou pour les voyageurs en général, et donc de bien se renseigner parce qu'on gagne du temps. Il faut laisser le temps à la découverte, mais en ayant des bases sur ben, l'histoire du pays, sur les différentes coutumes, les traditions, la cuisine. On arrive dans un pays en étant un peu moins surpris et donc le temps d'adaptation de ce fait-là devient plus court. Voilà les différentes choses que je peux conseiller. Et les deux dernières sont peut-être des conseils de prudence. Euh, Être prudent, ne pas risquer sa peau en allant dans des coins pas possibles. Faire attention aussi sur les activités qu'on va pratiquer. Le voyage autour du monde, c'est un voyage à longue échéance. Et il ne faut pas brûler ses cartouches trop vite en faisant des activités qui peuvent être rapidement dangereuses ou avoir une attitude en voyage qui peut enclencher des risques pour sa propre personne, pour bah, se faire voler son argent le deuxième jour, c'est un peu mauvaise pioche, quoi. Donc c'est ça qui est important, d'être quand même toujours sur ses gardes si on veut garder la totalité de sa capacité à voyager le plus longtemps possible. Et dernier point peut-être, c'est aussi de compter sur les autres. Il y a une grande communauté, fraternité entre les voyageurs au long cours. On sait, on se retrouve souvent dans les mêmes restaurants, dans les mêmes chambres d'hôtes, petits hôtels. Et là, il y a des échanges qui se passent. Et il faut toujours aller se confronter justement aux autres, et essayer de voir leurs conseils. Ils viennent de l'endroit où vous allez, et ce fait-là vont vous donner des conseils qui peuvent être pratiques. Et donc, rester toujours à l'écoute de ce genre de conseils. Et puis, à son tour aussi, donner les informations que l'on a pu récupérer dans ses propres expériences.
Justement, je vais rebondir là-dessus, quelque chose dont on n'a pas parlé en off, mais qui me vient à l'esprit en parlant. Est-ce qu'aussi le choix de ses compagnons de voyage, ou d'ailleurs le non-choix de ses compagnons, c'est-à-dire de partir en solo, est-ce que ça joue aussi sur l'aventure, alors pas folle, hein, mais sur l'aventure du tour du monde? Alors, le tour du monde, peut se concevoir de différentes façons, mais on a rarement vu, un groupe de 12 personnes, faire le tour du monde ensemble. Il faut rester en petit comité. Le petit comité, bah, c'est soit soi-même, soit en couple, soit avec un ami, proche. Donc ça reste toujours une paire, soit au plus en famille. Donc on voit des candidats au voyage qui partent avec 2 voire 3 enfants. Euh, on est toujours, c'est une unité, même s'il y a 5 personnes, c'est la même famille, il n'y a pas de problème de promiscuité, on partage les mêmes choses, ça fait partie de l'éducation qu'on veut donner à ses enfants, cette ouverture au monde. Donc voilà, ça c'est, je pense, c'est le vrai cœur de la façon de voyager autour du monde. Ceci dit, il y a des agences de voyage qui proposent des tours du monde faits en groupe. Euh, donc oui, pourquoi pas? C'est une autre façon de voir le monde. On peut partir en voyage organisé pendant 3 semaines avec un avion privé, comme c'est le cas avec des agences qui sont marseillaises, qui proposent des formules tour du monde en environ 3 semaines pour des sommes qui sont de 1 000 euros, non pas par mois, mais par jour. Donc ça fait un voyage à 20 et quelques mille euros par personne pour faire 3 semaines, tout compris, sur un itinéraire qui finalement n'est plus son tour du monde, mais c'est le tour du monde de l'agence. Donc il faut accepter les contraintes au départ en disant ben, je vais faire ce voyage en passant là, là, là et là, et je ne peux pas sortir de ce cadre-là. Tout est fonction de, un, l'argent qu'on a de disponible pour faire ça, et deux, de sa réalité, sa réelle motivation à voyager seul ou pas. Voilà. Mais des fois, l'envie de connaître différents horizons pousse la personne qui n'est pas vraiment sûre d'elle de voyager en groupe. Ça reste tout à fait respectable et louable dans le principe. Oui, puis pour avoir suivi quelques tours du monde, certains partent seuls et puis finissent leur tour du monde à plusieurs ou alors sur une petite partie Oui, se font accompagner. Euh, ou Ou vice versa vice-versa, oui, j'ai d'ailleurs. vu aussi des couples qui se séparaient en tour du monde. Ah, et c'est vrai que la promiscuité, comme tu Ouais. parlais tout à l'heure, 24 heures sur 24 ensemble, c'est pas forcément toujours facile. D'ailleurs, bah, ça me fait rebondir sur ma dernière question. Euh, Tu l'as déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais quel problème ou quelle problématique le tour du mondiste doit-il être prêt à affronter? Alors c'est un peu compliqué. Je l'ai vécu et puis je l'ai partagé avec d'autres personnes, hein, mais très souvent, quand on part un an autour du monde, alors beaucoup de personnes utilisent les forfaits aériens à leur limite d'utilisation, c'est-à-dire un an. 364 jours exactement, il faut rentrer et voilà, il faut être revenu à la maison. Et c'est un tel changement dans ta vie, ce tour du monde. J'ai oublié de parler aussi de l'âge moyen à laquelle on fait un tour du monde. Euh, on considère que la moyenne de l'âge des personnes qui commencent à partir autour du monde, c'est entre 27 ans et 35 ans. Euh, ces personnes-là, donc, soit elles sont en fin d'études, elles ont accumulé un petit pactole, elles sont tombées sur un héritage, que sais-je, et elles ont une somme disponible et du temps de disponible avant d'être dans la vie active. Et là, elles profitent d'un an. Et ce voyage-là, ce premier voyage, ce premier contact avec la réalité de la planète, souvent est tellement difficile à supporter au retour que je connais des personnes qui sont reparties tout de suite qui ont enchaîné un deuxième tour du monde. Donc elles sont restées 1 an ou 2 ans
en France pour s'insérer. Et puis le mode de vie français, tout calibré, ne convenait plus et donc ils sont repartis sur un deuxième voyage autour du monde sur des continents qu'ils avaient laissés de côté sur la première année. Donc le constat, c'est que le retour est difficile et que autant il faut préparer son voyage avant de partir, mais autant il faut déjà, avant même de partir, déjà commencer à penser à son retour. Et plus le temps passe, au cours du voyage, plus on se rapproche de l'échéance du retour, mais il faut déjà bien se mettre dans la situation de qu'est-ce que je vais faire après. Et très souvent, on trouve ce retour extrêmement difficile, alors qu'on s'est habitué pendant 8 mois, 10 mois, 1 an à des conditions de vie difficiles. Et se retrouver d'un seul coup chez papa-maman dans une vie plan-plan, ça déstabilise tout autant que de voyager. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. On l'avait abordé dans des podcasts précédents, le fait que lorsqu'on rentre de voyage, on est attiré par différents éléments qui sont le manque que l'on ressent de l'absence ou de l'éloignement de la famille, des amis, du monde du travail, de même simplement d'envie gastronomique ou culinaire, sans être de la gastronomie forcément. On va le ressentir aussi, bien entendu, de manière accrue, puisque là, quand on part autour du monde, eh bien, la durée du voyage fait que ces petits éléments que l'on ressent déjà au bout de 15 jours quand on va en Inde, au bout d'1 an, c'est démultiplié. Dans les voyages autour du monde, il n'est pas rare de retrouver des petites entorses au budget quotidien pour aller dans certaines villes, trouver un restaurant français qui permette de manger un bon gratin dauphinois au bout du monde et quitte à, quitte à jeûner pendant 2 jours consécutifs parce qu'on a explosé notre budget quotidien. Mais voilà, donc c'est ce genre de choses et qu'il est assez difficile de retranscrire quand on l'a pas vécu. Il y a peu de guides qui parlent de la façon de se comporter après un tour du monde. On est plus sur des guides ou des conseils qui sont dans la préparation du voyage. Et j'aimerais qu'on aborde justement ce problème, qu'on prenne en compte, qu'on considère ce problème de comment je vais vivre au retour. Merci. En tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe pour encore cet éclairage et ce partage d'expérience d'un tout jeune retraité qui est voilà, c'est toujours un plaisir d'entendre tes conseils, tes expériences et c'était encore un chouette moment ensemble. Merci beaucoup et au prochain épisode. Merci. Merci à toi. À bientôt. L'essentiel dans tout ça n'est-il pas de trouver tout simplement sa façon de faire son tour du monde pour vivre le voyage de sa vie ? Nous espérons que ces quelques minutes en notre compagnie vous auront donné des pistes de réflexion pour l'organisation d'un tour du monde ou peut-être, qui sait, un tour d'Europe. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des étoiles si cela est possible. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un prochain épisode et en attendant, beau voyage à vous tous.